La nuit du 24 décembre 1993 devait être magique dans la petite maison des Renault, nichée au cœur des Alpes françaises. La neige tombait doucement derrière les fenêtres givrées, la cheminée crépitait en diffusant une chaleur réconfortante et toute la famille était réunie autour du sapin illuminé pour l'échange tant attendu des cadeaux. Mais à 20h30 précise, une chaise est restée vide. Celle de Mathis Renault, un garçon de 13 ans aux yeux noisettes et au sourire contagieux. Mathis venait de se lever brusquement de table. Il avait entendu un bruit étrange provenant du jardin arrière, quelque chose entre un craquement sourd et un gémissement métallique. Sans même enfiler son manteau, il a ouvert la porte de la cuisine et s'est aventuré dans la nuit glacée. Sa mère, Élise, lui a crié de revenir immédiatement, mais il était déjà avalé par l'obscurité. Les minutes se sont transformées en heures. Mathis Renault n'est jamais revenu. Et sous le sapin illuminé, son cadeau de Noël est resté intact. Un paquet rectangulaire enveloppé dans un papier rouge et or, orné d'un ruban argenté soigneusement noué. Ce cadeau allait devenir bien plus qu'un simple objet oublié. Il deviendrait le monument douloureux de cette absence, le symbole figé d'un temps qui s'était arrêté net cette nuit-là. Pendant 30 longues années, Élise Renault a refusé catégoriquement de le déplacer ou de l'ouvrir, gardant au fond de son cœur brisé l'espoir irrationnel que son fils franchirait un jour cette porte et déchirerait enfin ce papier cadeau vieilli. Avant de continuer Armo avec notre histoire, marquez votre présence dans les commentaires en disant de quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Montrez à l'algorithme que notre communauté est attentive aux 4 coins du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour atteindre l'objectif de 5000 abonnés, cela nous aidera énormément. Maintenant, continuons notre histoire. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut revenir quelques heures en arrière, au début de cette soirée du 24 décembre 1993. Les Renault formaient une famille ordinaire de Chamonix, composée d'Élise, enseignante à l'école primaire, de Marc, son mari mécanicien, et de leurs 3 enfants. Sophie, l'aînée de 16 ans, Mathis, 13 ans, et le petit Thomas, qui n'avait que 7 ans. Ils habitaient une maison modeste, mais chaleureuse au pied du Mont Blanc, entourée de forêts de sapins et de voisins qu'ils connaissaient depuis toujours. Ce soir-là, comme chaque année, la famille avait respecté le rituel sacré du réveillon de Noël. Le repas traditionnel venait de se terminer. Dinde au marron, bûches glacées et vin chaud pour les adultes. Les enfants trépignaient d'impatience devant le sapin décoré avec soin, comptant mentalement les paquets qui portèrent leur nom. L'ambiance était joyeuse, presque féerique, avec les chants de Noël diffusés en sourdine par la vieille radio de la cuisine. Rien ne laissait présager le cauchemar qui allait s'abattre sur eux dans les minutes suivantes. Mathis était un garçon curieux et aventureux, toujours le premier à explorer les grottes près de la rivière ou à grimper aux arbres les plus hauts du quartier. Ses professeurs le décrivaient comme intelligent mais distrait, un rêveur perpétuel qui préférait observer les oiseaux par la fenêtre plutôt que de copier les leçons au tableau. Cette curiosité insatiable qui faisait sourire sa famille allait malheureusement le conduire vers sa disparition. Lorsqu'il a entendu ce bruit inexpliqué dans le jardin, son instinct d'explorateur a pris le dessus sur toute prudence raisonnable. Personne dans la famille ne pouvait imaginer qu'en franchissant cette porte de cuisine, Mathis quittait leur vie pour toujours. La neige qui tombait ce soir-là a rapidement effacé toutes ces traces de pas, comme si la nature elle-même conspirait à faire disparaître le moindre indice. Dans les heures qui ont suivi, la magie de Noël s'est transformée en une angoisse suffocante qui ne quitterait plus jamais les murs de cette demeure. Et ce cadeau sous le sapin, initialement symbole de joie anticipée, deviendrait le gardien silencieux d'un mystère insoutenable. Les premières minutes après la disparition de Mathis ont été marquées par une confusion totale. Marc Renault a d'abord cru que son fils était simplement allé aux toilettes ou dans sa chambre chercher quelque chose. Mais lorsqu'Élise a remarqué que la porte de la cuisine était restée entr'ouverte, laissant entrer un courant d'air glacial, l'inquiétude a commencé à s'installer. Marc s'est levé calmement, a enfilé ses bottes et est sorti dans le jardin en appelant le prénom de son fils. Sa voix résonnait dans la nuit froide, sans recevoir la moindre réponse. Après 10 minutes de recherches infructueuses autour de la maison, Marc est rentré précipitamment, le visage blême et les mains tremblantes. Il a saisi le téléphone mural de la cuisine et a composé le numéro des gendarmes locaux. À 23h15, soit moins de 3 heures après la disparition,
une première patrouille arrivait sur les lieux. Les gendarmes ont immédiatement organisé une battue nocturne, mobilisant les voisins et même quelques membres de la communauté qui revenaient de la messe de minuit. Armés de lampes torches et de sifflets, une quinzaine de personnes ont ratissé les environs jusqu'à l'aube. La neige compliquait considérablement les recherches. Chaque empreinte potentielle était rapidement recouverte par les flocons qui ne cessèrent de tomber, créant un manteau blanc immaculé qui effaçait toute trace du passage récent de Matisse. Les chiens policiers, amenés en renfort le lendemain matin, ont perdu la piste à environ 50 mètres de la maison, près d'un petit chemin forestier rarement emprunté en hiver. Les maîtres chiens ont expliqué que les conditions météorologiques rendirent leur travail presque impossible, mais cette explication technique n'apportait aucun réconfort à la famille dévastée. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Sophie et Thomas étaient en état de choc. La jeune fille de 16 ans tentait courageusement de consoler son petit frère qui pleurait sans discontinuer, réclamant Matisse entre deux sanglots. Élise était effondrée sur le canapé, incapable de prononcer le moindre mot cohérent, fixant obsessionnellement la porte de la cuisine, comme si son fils allait la franchir d'une seconde à l'autre. Les cadeaux sous le sapin semblaient maintenant dérisoires, presque obscènes dans leur gaieté colorée qui contrastait violemment avec l'atmosphère de terreur qui s'était installée. Le 25 décembre au matin, la nouvelle de la disparition s'était répandue comme une traînée de poudre dans toute la vallée de Chamonix. Des dizaines de bénévoles se sont spontanément présentés pour participer aux recherches. On a fouillé méthodiquement les forêts environnantes, les grottes connues des randonneurs, les abris de montagne et même les granges abandonnées dans un rayon de plusieurs kilomètres. Des hélicoptères de la gendarmerie ont survolé la région, équipés de caméras thermiques censées détecter la présence d'un corps humain même sous la neige. Mais Matisse semblait s'être littéralement volatilisé. Les enquêteurs ont rapidement orienté leurs investigations vers plusieurs hypothèses. La première était celle d'un accident. Matisse aurait pu glisser et tomber dans un ravin ou s'être perdu dans la forêt et succomber à l'hypothermie en quelques heures seulement, à cause du froid extrême de cette nuit-là. La deuxième hypothèse, beaucoup plus sombre, était celle d'un enlèvement. Mais cette piste semblait peu probable dans une région aussi isolée, et à une heure où la plupart des habitants étaient chez eux pour célébrer Noël. Aucune voiture suspecte n'avait été signalée dans le secteur. La troisième hypothèse, murmurée à voix basse mais jamais officiellement évoquée devant la famille, était celle d'une fugue. Certains gendarmes se demandaient si Matisse n'avait pas prémédité sa disparition, profitant du moment de distraction familiale pour s'échapper. Mais cette théorie ne tenait pas la route. Tous les vêtements chauds de Matisse étaient encore dans sa chambre, son sac à dos était vide, et surtout, tous ceux qui connaissaient le garçon attestaient qu'il adorait sa famille et n'avait aucune raison de fuir. C'était un enfant heureux, équilibré, sans problème particulier à l'école ou à la maison. Les jours suivants ont été un cauchemar bureaucratique pour les Renault. Ils ont dû répondre encore et encore aux mêmes questions, revivre mentalement chaque détail de cette soirée maudite, fournir des photos récentes de Matisse pour les avis de recherche qui allaient tapisser tous les commerces de la région. Le visage souriant du garçon, immortalisé sur une photo de classe prise 3 mois plus tôt, est devenu l'image symbole de cette tragédie. On le voyait partout, sur les poteaux électriques, dans les journaux locaux, aux informations régionales télévisées. Marc a dû prendre un congé exceptionnel de son garage pour se consacrer entièrement aux recherches. Chaque matin, il partait avec d'autres bénévoles explorer de nouvelles zones, refusant d'abandonner malgré l'épuisement physique et psychologique qui le gagnait progressivement. Élise, elle, était incapable de quitter la maison. Elle restait assise des heures durant près de la fenêtre, scrutant le jardin enneigé, persuadée qu'elle verrait son fils réapparaître comme par miracle. Elle avait installé une bougie qu'elle rallumait religieusement chaque soir, un rituel qui deviendrait une habitude pendant les 30 années suivantes. Sophie a tenté courageusement de maintenir une apparence de normalité pour son petit frère Thomas. Elle l'emmenait faire des promenades, lui lisait des histoires, essayait de le distraire de l'absence déchirante de Matisse. Mais la jeune fille de 16 ans portait un fardeau beaucoup trop lourd pour ses épaules. Elle se sentait coupable de ne pas avoir retenu son frère ce soir-là, de ne pas avoir insisté pour qu'il reste à l'intérieur. Cette culpabilité irrationnelle mais dévorante la poursuivrait pendant des décennies, influençant toutes ses décisions futures et ses relations avec les autres. Les médias nationaux se sont emparés de l'affaire début janvier. Lorsqu'il est devenu évident que Matisse
n'avait pas simplement fugué ou eu un accident localisé. Des journalistes sont venus à Chamonix, installant leurs caméras devant la maison familiale, sollicitant des interviews que Marc et Élise ont toujours refusées. L'attention médiatique a apporté une visibilité nationale au cas, mais aussi son lot de fausses pistes et de témoignages fantaisistes. Des dizaines de personnes affirmaient avoir vu Matisse dans différentes villes de France, obligeant les gendarmes à vérifier chaque signalement, aussi improbable soit-il. Un médium controversé s'est même présenté spontanément chez les Renault, prétendant pouvoir localiser Matisse grâce à ses visions paranormales. Dans leur désespoir, Élise était prête à tout croire, mais Marc a fermement repoussé ce charlatan qui cherchait simplement à profiter de leur douleur. Cet épisode a révélé à quel point la famille était vulnérable, prête à s'accrocher au moindre espoir, même le plus irrationnel. Les escrocs et les opportunistes n'ont pas tardé à affluer, ajoutant une couche supplémentaire de souffrance à une situation déjà insoutenable. 3 semaines après la disparition, les recherches actives ont été officiellement suspendues. Les gendarmes ont expliqué qu'ils avaient épuisé toutes les pistes raisonnables, ratissé tous les secteurs accessibles, et qu'il fallait désormais attendre qu'un nouveau témoignage ou qu'une découverte fortuite relance l'enquête. Pour Marc et Élise, cette annonce équivalait à une condamnation à mort. C'était comme si les autorités déclaraient à leur fils définitivement perdu, effaçant officiellement l'espoir qui les maintenait encore debout. La famille était maintenant seule face à son deuil impossible, cette souffrance particulière de ne pas savoir. Le dossier de Matisse Renault a rejoint les archives des personnes disparues, un classeur poussiéreux dans un bureau de la gendarmerie où s'empilaient d'autres histoires tragiques, jamais résolues. L'affaire était techniquement toujours ouverte, mais en pratique, elle était gelée en attente d'un élément nouveau qui ne viendrait peut-être jamais. Les gendarmes promettaient de reprendre l'enquête si la moindre information pertinente surgissait, mais leur ton laissait transparaître un pessimisme à peine dissimulé. Dans leur expérience, les disparitions comme celle-ci se terminaient rarement bien. La vie devait continuer, disait-on aux Renault, avec cette banalité cruelle des gens qui n'ont jamais vécu pareille tragédie. Marc a repris le travail au garage, accomplissant mécaniquement ses tâches quotidiennes comme un automate vidé de toute émotion. Sophie est retournée au lycée où elle était devenue la fille dont le frère avait disparu, étiquette qu'elle porterait comme une cicatrice invisible pendant toute sa scolarité. Thomas, trop jeune pour vraiment comprendre, posait encore régulièrement des questions sur son grand frère, demandant quand il reviendrait, arrachant à chaque fois le cœur de ses parents. Élise, elle, n'a jamais vraiment continué à vivre. Elle a démissionné de son poste d'enseignante, incapable de faire face au regard compatissant de ses collègues et à la présence d'enfants de l'âge de Matisse dans ses classes. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, une femme hantée qui survivait sans vraiment exister. Sa seule obsession était de maintenir la chambre de Matisse exactement comme il l'avait laissée, un sanctuaire figé dans le temps où elle passait des heures assise sur le lit, serrant contre elle le pull préféré de son fils qui gardait encore faiblement son odeur pendant les premiers mois. Et dans le salon, le cadeau de Noël non ouvert trônait toujours sous le sapin desséché qu'Élise refusait obstinément de démonter. Même lorsque Marc a finalement insisté pour ranger les décorations après l'épiphanie, elle a exigé que le paquet rouge et or reste exactement là où Matisse l'avait vu pour la dernière fois. Ce cadeau est devenu une relique, un objet quasi sacré que personne n'avait le droit de toucher. Au fil des années, le papier s'est fané, le ruban s'est terni, mais il est resté là, témoignage silencieux d'un Noël qui ne s'était jamais vraiment terminé. Les premiers anniversaires sans Matisse ont été des épreuves insupportables. Le 8 mars 1994, jour de ses 14 ans, Élise a préparé son gâteau préféré au chocolat, comme si de rien n'était, disposant 14 bougies qu'elle a allumées dans la cuisine vide avant de s'effondrer en larmes. Marc a trouvé sa femme recroquevillée sur le carrelage 2 heures plus tard, serrant convulsivement le gâteau intact contre sa poitrine. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'Élise ne se remettrait jamais de cette perte, que quelque chose en elle s'était irrémédiablement brisé cette nuit de Noël. Les Noëls suivants étaient devenus des moments de torture pure. La famille m'avait tenté la première année de maintenir une célébration minimale pour Thomas, mais l'absence criante de Matisse rendait tout insupportable. Progressivement, ils ont abandonné toute festivité, se contentant d'un repas simple et silencieux pendant que le reste du monde célébrait.
Le 24 décembre était devenu la date maudite du calendrier, le jour anniversaire de leur destruction. Sophie a quitté la maison dès qu'elle a pu, incapable de supporter l'atmosphère toxique de deuil perpétuel qui empoisonnait chaque pièce. Les années 90 se sont écoulées lentement, chaque saison apportant son lot de faux espoirs et de désillusions. Parfois, un randonneur trouvait des ossements dans la montagne, et les Renault vivaient des jours d'angoisse en attendant les résultats d'analyse ADN qui confirmaient invariablement qu'il ne s'agissait pas de Matisse. D'autres fois, un témoin affirmait avoir vu un jeune homme correspondant à sa description dans une ville lointaine, relançant brièvement une enquête qui se terminait toujours en impasse. Chaque fausse alerte était comme rouvrir une plaie à peine cicatrisée. Au tournant du millénaire, l'affaire Matisse Renault était tombée dans l'oubli médiatique. D'autres disparitions, d'autres tragédies avaient capté l'attention du public et des journalistes. La famille vivait désormais dans une forme d'isolement social, évitée par des voisins qui ne savaient plus quoi dire après toutes ces années. Comment demander des nouvelles à des parents dont l'enfant a disparu il y a 7 ans, 10 ans, 15 ans? Le silence devenait plus facile que la confrontation avec cette douleur qui ne semblait jamais diminuer. Les Renault étaient devenus des fantômes dans leur propre communauté. Marc avait vieilli prématurément. À 50 ans, il en paraissait 70, les cheveux complètement blancs, le dos voûté par le poids invisible de la culpabilité et du chagrin. Il continuait mécaniquement à travailler au garage, mais ses mains tremblaient parfois au-dessus d'un moteur. Son esprit dérivant vers cette nuit de 1993 et les 1000 choses qu'il aurait pu faire différemment. Pourquoi n'avait-il pas accompagné son fils dans le jardin? Pourquoi n'avait-il pas verrouillé la porte? Ces questions sans réponse tournaient en boucle dans sa tête, une torture psychologique permanente. Élise, elle, avait développé ce que les psychologues appellent un deuil compliqué. Elle refusait catégoriquement d'accepter la possibilité que Matisse soit mort, s'accrochant à des scénarios de plus en plus improbables pour expliquer son absence. Peut-être avait-il perdu la mémoire et vivait-il quelque part sans se souvenir de son identité. Peut-être avait-il été kidnappé par une organisation criminelle et serait-il libéré un jour. Ces fantasmes désespérés l'aidaient à supporter l'insupportable, même si toute la famille savait qu'il relevait du déni pathologique. La chambre de Matisse était devenue un musée macabre. Élise y avait ajouté au fil des années des photos agrandies, des dessins que son fils avait faits à l'école primaire, soigneusement encadrés, même ses bulletins scolaires affichés au mur comme des trophées. Elle continuait à acheter des vêtements à sa taille qu'elle rangeait dans l'armoire pour quand il reviendra. Marc regardait sa femme sombrer progressivement dans cette forme de folie douce, sans savoir comment l'arrêter. Toutes les tentatives de thérapie avaient échoué. Élise refusait de parler à des étrangers de son fils disparu. Sophie avait quitté Chamonix dès l'obtention de son baccalauréat, fuyant littéralement vers Paris, où elle s'était inscrite à l'université. Elle avait coupé presque tous les ponts avec sa famille, incapable de supporter l'atmosphère morbide de la maison familiale. Elle téléphonait à son père une fois par mois, des conversations brèves et superficielles qui évitaient soigneusement le sujet de Matisse. Sophie avait construit une nouvelle vie où elle ne parlait jamais de son frère disparu, allant jusqu'à mentir à ses nouveaux amis en prétendant être fille unique. C'était sa façon de survivre. Thomas, le petit frère qui n'avait que 7 ans au moment de la disparition, avait grandi avec un trou béant dans ses souvenirs d'enfance. Il gardait une image floue de Matisse, comme une photo surexposée où les détails s'effacent progressivement. Était-ce vraiment son frère qu'il se rappelait, ou l'image qu'on lui en avait racontée? À 20 ans, il étudiait à Grenoble, visitant ses parents par obligation familiale plutôt que par plaisir. La maison de son enfance lui donnait des frissons, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de tristesse. L'affaire est brièvement revenue sous les projecteurs en 2003, 10 ans après les faits, lorsqu'une émission télévisée consacrée au Cold Case a consacré un reportage à la disparition de Matisse Renault. Des criminologues amateurs et des détectives privés à la retraite ont réexaminé le dossier, proposant de nouvelles théories plus ou moins farfelues. Certains suggéraient qu'un tueur en série inconnu sévissait dans les Alpes dans les années 90. D'autres évoquaient des réseaux de trafic d'enfants internationaux. Aucune de ces pistes n'a mené nulle part, mais l'émission a au moins eu le mérite de maintenir le nom de Matisse dans la mémoire collective. Suite à cette émission, la gendarmerie a rouvert officiellement le dossier et réexaminé les éléments avec les nouvelles technologies disponibles.
Des analyses ADN plus sophistiquées ont été effectuées sur des cheveux retrouvés dans la chambre de Matisse, créant un profil génétique qui serait comparé à toute découverte future de restes humains non identifiés. Des logiciels de vieillissement numérique ont généré des images de ce à quoi Matisse pourrait ressembler à 23 ans. Des portraits robots diffusés dans les médias et sur les premiers sites Internet spécialisés dans les personnes disparues. Mais une fois encore, l'enthousiasme initial s'est rapidement essoufflé. Les quelques nouveaux témoignages recueillis se sont révélés contradictoires ou impossibles à vérifier. Un homme affirmait avoir vu un adolescent correspondant à la description de Matisse à la gare de Lyon en 1995, mais ne pouvait fournir aucun détail précis. Une femme prétendait que son voisin de palier à Marseille ressemblait étrangement aux images vieillies, mais l'homme en question avait un alibi solide prouvant qu'il vivait déjà dans cette ville bien avant 1993. L'enquête piétinait encore. Marc a commencé à boire. Pas de manière spectaculaire, pas au point de perdre son travail, mais suffisamment pour que sa famille s'inquiète. Chaque soir, il descendait une demi-bouteille de whisky dans le garage, assis sur un vieux tabouret entouré d'outils qu'il ne rangeait plus. C'était sa façon d'anesthésier la douleur, de créer un brouillard mental qui lui permettait de dormir quelques heures sans être assailli par les cauchemars récurrents où il voyait son fils l'appeler depuis une forêt sombre. L'alcool devenait son seul refuge contre une réalité intolérable. Élise avait développé une relation quasi mystique avec le cadeau non ouvert. Elle lui parlait parfois, murmurant à ce paquet vieillissant des messages destinés à Matisse, comme si l'objet servait de canal de communication avec son fils disparu. Elle avait créé un rituel élaboré. Chaque 24 décembre, elle nettoyait délicatement le papier cadeau avec un chiffon doux, vérifiait que le ruban tenait toujours, puis s'asseyait devant pendant des heures, parfois toute la nuit. Marc la trouvait souvent endormie là au petit matin, recroquevillée sur le tapis du salon. Les voisins avaient cessé depuis longtemps de frapper à leur porte. La maison des Renaud était devenue une sorte de légende locale, un lieu maudit dont on parlait à voix basse. Les enfants du quartier racontaient des histoires effrayantes sur la femme folle qui gardait un sapin de Noël toute l'année et parlait à un cadeau hanté. Ces rumeurs cruelles parvenaient parfois aux oreilles de Marc, qui n'avait plus la force de s'en offusquer. Sa vie était devenue un enfer quotidien, coincé entre son travail qui lui permettait à peine de survivre financièrement et sa femme qui sombrait dans la folie. Sophie avait fait sa vie à Paris, s'était mariée avec un homme qu'elle n'avait jamais présenté à ses parents, avait eu un enfant qu'Élise et Marc ne connaîtraient jamais. Elle avait changé de nom de famille lors de son mariage, effaçant symboliquement son lien avec cette famille brisée. Dans les rares conversations téléphoniques avec son père, elle s'enquérait mécaniquement de sa santé, mais ne posait jamais de questions sur sa mère, sachant que les réponses seraient trop difficiles à entendre. Sophie avait choisi la fuite, l'oubli volontaire comme mécanisme de survie. Thomas, plus clément, revenait quelques fois par an à Chamonix, principalement pour soutenir son père qu'il voyait se désintégrer lentement. Mais même lui trouvait les visites de plus en plus éprouvantes. Sa mère ne le reconnaissait pas toujours, confondant parfois les années et croyant qu'il était encore un enfant. Elle lui préparait des goûters comme s'il avait 10 ans, lui parlait de personnes décédées comme si elles étaient encore vivantes. Le déclin psychologique d'Élise était devenu impossible à ignorer, mais elle refusait catégoriquement toute hospitalisation ou traitement médicamenteux. En 2010, un nouvel élément a brièvement fait renaître l'espoir. Des ossements humains ont été découverts par des spéléologues dans une grotte profonde à 15 km de Chamonix. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un adolescent de sexe masculin, décédé environ 15 à 20 ans auparavant. Les Renaud ont vécu 3 semaines d'attente insoutenable pendant que les tests ADN étaient effectués. Élise oscillait entre l'espoir morbide d'enfin savoir et la terreur que ce soit effectivement son fils. Les résultats sont tombés. Ce n'était pas Matisse. L'ADN correspondait à un autre jeune disparu d'une région voisine. Cette fausse alerte a paradoxalement aggravé l'état d'Élise. Si d'autres enfants avaient disparu dans la région, cela signifiait peut-être qu'un prédateur sévissait réellement, validant ses pires craintes sur le sort de Matisse. Elle s'est mise à collectionner obsessionnellement des articles de journaux sur toutes les disparitions d'enfants en France, cherchant désespérément des connexions, des patterns qui prouveraient que son fils était victime d'un criminel organisé plutôt que d'un simple accident.
Son salon s'est transformé en une sorte de salle d'enquête chaotique, les murs couverts de photos et de cartes géographiques reliées par des fils de laine rouge. Mark a finalement pris sa retraite anticipée en 2015 à 60 ans, épuisé physiquement et mentalement. Sa santé se détériorait rapidement. Hypertension chronique, début de diabète, douleurs articulaires constantes. Les médecins lui parlaient de stress chronique et de dépression non traitée, mais Mark refusait toute aide psychologique. Il considérait que sa souffrance était méritée, une forme de punition pour avoir échoué à protéger son fils. Il passait désormais ses journées à s'occuper d'Élise, qui était devenue presque totalement dépendante, incapable de gérer les tâches quotidiennes les plus basiques. Les années 2010 ont vu l'explosion des réseaux sociaux et des forums en ligne dédiés aux affaires criminelles non résolues. L'affaire Mathis Renault a trouvé une seconde vie sur Internet, où des milliers d'internautes débattaient de ce qui avait pu se passer cette nuit-là. Des théories complexes circulaient, certaines se basant sur des éléments factuels du dossier, d'autres relevant de la pure spéculation. Un podcast True Crime populaire a consacré 3 épisodes à l'affaire en 2018, interviewant d'anciens gendarmes et des habitants de Chamonix. Cette nouvelle attention médiatique numérique apportait un réconfort étrange à Mark. Savoir que des inconnus à travers la France et même au-delà continuaient à penser à Mathis, à chercher des réponses, donnait un sens à ses 25 années de souffrance. Il lisait tard dans la nuit les discussions sur les forums, parfois même participant anonymement pour corriger des erreurs factuelles ou fournir des détails que seule la famille pouvait connaître. Internet était devenu son lien ténu, avec l'espoir que la vérité finirait par émerger, d'une manière ou d'une autre. Mais Élise, elle, n'avait pas suivi cette évolution technologique. Elle vivait toujours en 1993, dans un monde figé où son fils de 13 ans allait rentrer d'un moment à l'autre. Son état mental s'était tellement dégradé qu'elle ne quittait plus la maison, refusant même de sortir dans le jardin qui avait avalé Mathis. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre du salon, le regard perdu vers le Mont Blanc enneigé, attendant un miracle qui ne viendrait jamais. Mark la nourrissait, l'aidait à se laver, gérait ses médicaments comme on s'occupe d'un enfant. En 2020, la pandémie mondiale a isolé encore davantage les Renault. Déjà reclus socialement, ils ont vécu le confinement comme une continuation de leur enfermement volontaire qui durait depuis des décennies. Sophie n'a pas donné de nouvelles pendant des mois, trop occupée par sa propre famille et ses propres problèmes. Thomas, confiné à Grenoble, téléphonait régulièrement mais ne pouvait pas rendre visite. Mark se retrouvait absolument seul pour gérer Élise, dont l'état continuait de se détériorer. À 65 ans, il était épuisé, au bord de l'effondrement total. C'est finalement à l'été 2023 que la situation a atteint son point critique. Élise est décédée brutalement d'un AVC massif, foudroyée en quelques heures malgré l'intervention rapide des secours. Elle avait 68 ans, mais en paraissait 90, usée prématurément par 3 décennies de chagrin ininterrompu. Mark l'a trouvée effondrée dans le salon, à quelques mètres du cadeau de Noël qu'elle avait gardé pendant exactement 29 ans, 8 mois et 17 jours. C'était comme si elle avait tenu jusqu'à ce qu'elle ne puisse physiquement plus continuer, son corps cédant finalement sous le poids accumulé de la tristesse. Les funérailles d'Élise ont été d'une tristesse infinie. Sophie est revenue de Paris pour la première fois en 15 ans, choquée de découvrir l'état de délabrement de la maison familiale et l'apparence fantomatique de son père. Thomas était là aussi, silencieux et les yeux rouges. Ils étaient une dizaine dans l'église, principalement des vieux voisins qui se souvenaient encore des Renault d'avant le drame. Le prêtre a évoqué avec délicatesse la mère qui n'avait jamais cessé d'espérer, une formulation pudique pour décrire 30 ans de folie douce. Élise a été enterrée au cimetière de Chamonix, sa tombe portant 2 noms, le sien et celui de Mathis. Après l'enterrement, Sophie et Thomas se sont retrouvés face à une tâche monumentale, trier la maison familiale que leur père ne pouvait plus entretenir seul. Mark était devenu une coquille vide après la mort d'Élise, comme si le dernier fil le rattachant à la vie venait de se rompre. Il passait ses journées assis dans le fauteuil du salon, le regard dans le vide, ne mangeant que lorsque ses enfants le forçaient. Sophie et Thomas ont rapidement compris qu'ils ne pourraient plus vivre seuls et ont commencé à chercher une maison de retraite médicalisée dans la région. La maison était dans un état déplorable. 30 ans de négligence avaient créé un chaos indescriptible. Des piles de journaux jaunis montaient jusqu'au plafond dans certaines pièces.
La cuisine était à peine fonctionnelle. Des traces d'humidité couvraient les murs. Mais le plus troublant restait le salon, véritable capsule temporelle figée en décembre 1993. Le sapin desséché était toujours là, miraculeusement encore debout, ses aiguilles tombées formant un tapis brun sur le sol. Et dessous, le cadeau de Noël, ce paquet rouge et or qui avait traversé 3 décennies sans jamais être touché. Sophie ne pouvait pas regarder ce cadeau sans ressentir un malaise profond. C'était la matérialisation de tout ce qui n'allait pas dans cette famille, le symbole d'un deuil impossible et d'une obsession malsaine. Elle voulait le jeter immédiatement, brûler cette relique morbide et tout ce qu'elle représentait. Mais Thomas, plus sensible, estimait qu'il devait au moins savoir ce qu'il contenait avant de prendre une décision. Pendant 3 jours, ils ont débattu en évitant soigneusement le sujet devant leur père, qui semblait de toute façon ailleurs, perdu dans ses pensées. La chambre de Mathis était encore plus perturbante. Élise l'avait transformée en sanctuaire obsessionnel. Des centaines de photos tapissaient les murs, certaines encadrées, d'autres simplement punaisées. Des vêtements neufs encore, avec leurs étiquettes, remplissaient l'armoire, achetés au fil des années dans des tailles de plus en plus grandes, suivant théoriquement la croissance de Mathis s'il avait vécu. Sur le bureau, des cahiers d'école jaunis côtoyaient des jouets d'enfants. C'était comme visiter le tombeau d'un pharaon, tout avait été préservé pour l'au-delà. Sophie a découvert avec horreur un journal intime que sa mère avait tenu pendant toutes ces années. Des centaines de pages manuscrites adressées directement à Mathis, racontant les événements quotidiens de leur vie, comme s'il allait rentrer un jour et rattraper tout ce qu'il avait manqué. L'écriture devenait progressivement plus désordonnée, les phrases moins cohérentes, témoignant de la détérioration mentale graduelle d'Élise. Les dernières entrées, datant de quelques jours avant son AVC, étaient presque illisibles. Des mots épars qui formaient à peine des phrases complètes. C'était terrifiant et déchirant à la fois. Thomas a passé des heures dans le grenier, triant des cartons poussiéreux remplis d'objets que ses parents n'avaient jamais pu se résoudre à jeter. Il a retrouvé tous les bulletins scolaires de Mathis, ses dessins d'enfants, même son premier doudou défraîchi. Chaque objet était une piqûre de rappel de ce frère qu'il avait à peine connu, cette présence fantôme qui avait empoisonné toute son enfance. Thomas réalisait avec une clarté brutale que la disparition de Mathis n'avait pas seulement détruit ses parents, elle avait également volé sa propre enfance, le privant d'une famille fonctionnelle et aimante. Ils ont fait venir une entreprise spécialisée dans le nettoyage de maisons insalubres, des professionnels habitués aux situations extrêmes d'accumulation compulsive. Les employés, pourtant aguerris, ont été choqués par l'état des lieux. Mais c'est le cadeau sous le sapin qui les a le plus intrigués. Le chef d'équipe a demandé s'ils devaient le jeter avec le reste. Sophie et Thomas ont échangé un long regard avant de répondre qu'ils s'en occuperaient eux-mêmes. Quelque chose dans ce paquet méritait une attention particulière, un respect minimal avant sa destruction finale. Marc observait le nettoyage de sa maison avec une indifférence totale, comme si on démolissait la vie de quelqu'un d'autre. Il ne protestait pas quand des objets étaient jetés, ne demandait pas à garder quoi que ce soit. Sa seule réaction vive est survenue quand un employé a tenté de déplacer le cadeau de Noël. Marc s'est levé brusquement, criant pour la première fois depuis des semaines, exigeant qu'on ne touche pas à ce paquet. Sophie a dû le calmer, lui promettant qu'ils s'en occuperaient ensemble, en famille, quand le moment serait venu. Après une semaine de tri intensif, la maison était presque vide. Les meubles avaient été donnés à des associations caritatives, les vêtements recyclés, les papiers administratifs organisés. Il ne restait que l'essentiel, quelques photos de famille choisies soigneusement, des documents légaux importants, et ce maudit cadeau qui trônait maintenant seul au centre du salon vide, encore plus incongru dans cet espace dépouillé. Le moment de vérité approchait, et Sophie sentait son anxiété monter. Qu'allait-il découvrir? Était-ce vraiment important après toutes ces années? Un soir, alors que Marc était couché, Sophie et Thomas se sont retrouvés assis par terre dans le salon, le paquet entre eux deux. La maison silencieuse amplifiait chaque bruit. On entendait le vent siffler dehors à travers les volets mal fermés. Thomas a proposé d'attendre le lendemain, de le faire avec leur père, mais Sophie a secoué la tête. Elle voulait en finir, arracher ce pansement une bonne fois pour toutes. Si le contenu était perturbant ou douloureux, mieux valait qu'il le découvre d'abord pour pouvoir gérer la réaction de Marc. Le papier cadeau, après 30 ans, était devenu cassant comme du parchemin ancien.
Sophie l'a délicatement détaché, prenant garde à ne pas le déchirer, bien qu'elle ne sache pas vraiment pourquoi elle prenait ces précautions. Le ruban argenté s'est défait facilement. Dessous apparaissait une boîte en carton standard, de celles qu'on utilisait dans les années 90 pour emballer les jouets. Rien d'écrit sur l'extérieur, aucune indication du contenu. Sophie a soulevé le couvercle lentement, le cœur battant inexplicablement fort dans sa poitrine. À l'intérieur, protégé par du papier de soie jauni, se trouvait ce qui semblait être un jeu vidéo pour Super Nintendo, la console que Mathis désirait tant cette année-là. Sophie se souvenait vaguement qu'il en parlait sans arrêt dans les semaines précédant Noël. Leurs parents avaient dû économiser pendant des mois pour lui offrir ce cadeau relativement coûteux à l'époque. Elle a sorti délicatement la boîte du jeu, lisant le titre sans vraiment le voir, trop submergée par l'émotion. Thomas avait les larmes aux yeux, imaginant son grand frère qui ne découvrirait jamais ce cadeau tant désiré. Mais alors que Sophie s'apprêtait à reposer la boîte du jeu, son doigt a senti quelque chose d'autre au fond du carton. Une texture différente, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Elle a plongé la main et en a retiré une enveloppe blanche, légèrement épaisse, scellée avec du ruban adhésif transparent. L'enveloppe était vierge, aucun nom écrit dessus. Sophie et Thomas se sont regardés, une question muette passant entre eux. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi cette enveloppe était-elle cachée dans le cadeau de Noël de Mathis? Les mains de Sophie tremblaient légèrement, en décollant le ruban adhésif vieux de 30 ans. Elle a ouvert l'enveloppe avec précaution et en a extrait le contenu. Une liasse de photographies Polaroid. Les images étaient légèrement passées, mais encore parfaitement identifiables. Ce que Sophie a vu l'a glacé jusqu'aux os. Les photos montraient Mathis, mais pas des photos normales. C'étaient des photos prises à son insu, depuis l'extérieur de leur maison. Mathis dans sa chambre, Mathis dans le jardin, Mathis sortant de l'école. Quelqu'un l'avait surveillé, traqué, photographié secrètement. Thomas a saisi les photos des mains de sa sœur, incrédule. Il y en avait une dizaine, toutes prises visiblement dans les semaines ou jours précédant la disparition. Sur certaines, on pouvait distinguer l'arrière-plan familier de leur quartier, de leur jardin. La dernière photo de la pile était la plus terrifiante. Elle montrait Mathis à travers la fenêtre de la cuisine, exactement celle qu'il allait franchir le soir de sa disparition. Au dos de cette photo, quelqu'un avait griffonné un message au stylo bleu, bientôt. Un seul mot, mais qui contenait une menace glaciale. Sophie s'est levée brusquement, prise de nausée. Pendant 30 ans, ils avaient cherché des réponses partout, ratissé les forêts, interrogé des centaines de personnes, examiné toutes les hypothèses possibles. Et la preuve capitale se trouvait là, dans le salon familial, dissimulée dans un cadeau de Noël que personne n'avait osé ouvrir. Quelqu'un avait planifié l'enlèvement de Mathis. Quelqu'un l'avait surveillé pendant des jours, peut-être des semaines. Et cette personne avait eu accès à leur maison, à ce cadeau assez longtemps pour y cacher ses photos avant le soir de Noël. Thomas examinait l'enveloppe sous tous les angles, cherchant d'autres indices. Il a remarqué quelque chose que Sophie avait manqué dans sa panique. Une feuille de papier pliée tout au fond de l'enveloppe. Il l'a dépliée avec des gestes précautionneux. C'était une lettre manuscrite, datée du 20 décembre 1993, 4 jours avant la disparition. Le texte était court mais glaçant. « Tu croyais que ta famille était en sécurité. Tu avais tort. Mathis me connaît. Il me fait confiance. Quand tu liras ceci, il sera trop tard. » Pas de signature. Juste ces phrases énigmatiques écrites d'une main ferme et assurée. La découverte changea instantanément la nature de l'affaire. Ce n'était plus une disparition inexpliquée, un accident tragique ou une fugue improbable. C'était officiellement un enlèvement prémédité, probablement perpétré par quelqu'un que Mathis connaissait, quelqu'un en qui il avait confiance. Sophie a immédiatement appelé la gendarmerie, réveillant un officier de permanence au milieu de la nuit pour lui expliquer fébrilement ce qu'ils venèrent de trouver. L'homme, d'abord sceptique, est devenu brutalement très attentif quand elle a mentionné les photographies et la lettre. Il lui a ordonné de ne toucher à rien d'autre et a promis qu'une équipe serait là dès l'aube. Cette nuit-là, ni Sophie ni Thomas n'ont pu fermer l'œil. Ils sont restés assis dans le salon vide, les photos étalées devant eux comme les pièces d'un puzzle macabre qu'ils tentèrent de résoudre. Qui avait pris ces photos? Comment cette personne avait-elle eu accès au cadeau avant qu'il soit placé sous le sapin? La lettre mentionnait que Mathis connaissait son ravisseur. Était-ce un voisin, un ami de la famille,
Un enseignant? Un membre éloigné de la famille? Les possibilités tournaient dans leur tête, chacune plus horrible que la précédente. Quand Marc s'est réveillé le lendemain matin et qu'ils lui ont expliqué ce qu'ils avaient découvert, quelque chose s'est rallumé dans ses yeux éteints. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la disparition elle-même, Marc semblait à nouveau connecté au présent, à la réalité. Une vérité concrète remplaçait 30 ans d'incertitude dévastatrice. Il a examiné les photos longuement, pleurant silencieusement, touchant du bout des doigts le visage de son fils capturé à son insu par un prédateur. C'était insupportable et libérateur à la fois. Il savait enfin. Mathis n'était pas parti de son plein gré. On le lui avait volé. Les gendarmes sont arrivés à 7 heures du matin. Une équipe technique complète avec du matériel moderne d'analyse. Ils ont photographié chaque élément, prélevé des échantillons pour rechercher des empreintes digitales ou de l'ADN sur l'enveloppe et les photos. Le commandant en charge de l'affaire, un homme d'une 50aine d'années, qui n'était même pas encore gendarme en 1993, a expliqué à la famille que cette découverte changeait absolument tout. Le dossier inactif depuis des décennies allait être rouvert en priorité absolue, avec des moyens modernes qui n'existaient pas à l'époque des faits. L'analyse de l'écriture manuscrite sur la lettre et au dos de la photo serait comparée à des bases de données. Les photographies Polaroid elles-mêmes pourraient fournir des informations. Le type exact de pellicule utilisée, peut-être des traces sur le cadrage révélant la hauteur ou la position du photographe. Les gendarmes voulaient également interroger toutes les personnes qui avaient eu accès à la maison des Renault dans les jours précédant Noël 1993. 30 ans plus tard, les souvenirs seraient flous, mais certains détails pourraient ressurgir maintenant qu'on savait précisément ce qu'on cherchait. La nouvelle de cette découverte a rapidement filtré dans les médias locaux, puis nationaux. L'affaire Mathis Renault, sortie de l'oubli médiatique, faisait à nouveau la une. Des journalistes se sont massés devant la maison familiale, demandant des interviews que Sophie et Thomas ont catégoriquement refusées. Mais l'information était devenue publique. Après 30 ans de mystère, une preuve capitale venait d'être découverte dans le cadeau de Noël jamais ouvert. L'histoire avait quelque chose de si cinématographique que les chaînes d'information continues en ont fait leur sujet principal pendant plusieurs jours. Sur les réseaux sociaux et les forums dédiés au cold case, l'affaire a littéralement explosé. Des milliers d'internautes débattaient des implications de cette découverte, proposaient des théories sur l'identité du ravisseur, analysaient chaque détail des rares photos publiées par la presse. Certains internautes qui avaient vécu à Chamonix dans les années 90 commençaient à partager leurs souvenirs, mentionnant des personnes qu'ils trouvaient étranges à l'époque. Chaque piste, aussi mince soit-elle, était transmise aux enquêteurs qui devaient trier le signal pertinent du bruit inutile. Marc, galvanisé par cette découverte, semblait avoir retrouvé une raison de vivre. Il a commencé à coopérer activement avec les gendarmes, leur fournissant des listes exhaustives de toutes les personnes qui avaient fréquenté leur maison en décembre 1993. Des noms ressurgissaient de sa mémoire. Le facteur qui livrait toujours personnellement les colis, le plombier venu réparer une fuite la semaine avant Noël, le cousin éloigné passé déposer des cadeaux, l'ami de Mathis qui venait souvent jouer aux jeux vidéo. Chaque nom était vérifié, chaque personne encore vivante était contactée pour un nouvel interrogatoire. L'enquête relancée a pris une ampleur considérable. Une cellule spéciale a été constituée à la Gendarmerie nationale, réunissant des experts en enlèvement d'enfants, des profileurs criminels et des spécialistes des cold cases. Le commandant Durieux, qui dirigeait l'équipe, avait étudié le dossier original pendant des semaines avant de rencontrer la famille. Il connaissait chaque détail par cœur, chaque témoignage collecté en 1993, chaque piste abandonnée faute de moyens ou de preuves. Cette enveloppe cachée changeait radicalement la perspective de l'enquête entière. Les analyses scientifiques ont rapidement fourni des résultats préliminaires. Les empreintes digitales relevées sur l'enveloppe et les photographies étaient multiples et superposées, rendant leur exploitation difficile. Mais les techniciens ont réussi à isoler une empreinte partielle qui ne correspondait ni à Mathis, ni à ses parents, ni à ses frères et sœurs. Cette empreinte a été comparée aux fichiers nationaux sans succès immédiat, suggérant que le suspect n'avait jamais été arrêté pour un crime nécessitant un prélèvement. Cependant, l'empreinte était désormais dans le système, prête à déclencher une alerte si elle apparaissait ailleurs. L'analyse de l'écriture manuscrite a révélé des caractéristiques intéressantes. Selon les graphologues consultés,
La personne qui avait écrit la lettre était probablement un homme, éduqué, avec une formation scolaire française classique, visible dans la formation des lettres. L'écriture était ferme, sans tremblement, indiquant quelqu'un de confiant, peut-être même arrogant. Le choix des mots révélait une certaine sophistication linguistique peu commune. Ce n'était pas un délinquant ordinaire ou un criminel d'opportunité. C'était quelqu'un d'intelligent, de calculateur, qui avait planifié méticuleusement son acte. Les photographies Polaroid ont également livré leurs secrets. Les experts ont déterminé qu'elles avaient été prises avec un appareil Polaroid 600 précis, un modèle très populaire au début des années 90. L'analyse des angles de prise de vue a permis d'estimer que le photographe mesurait environ 1,75 m à 1,80 m. Les moments des prises de vue ont été déterminés approximativement grâce aux ombres et à la luminosité. Certaines photos avaient été prises tôt le matin, d'autres en fin d'après-midi. Cela suggérait que le suspect avait du temps libre, qu'il n'était pas contraint par des horaires de travail rigides. Marc a passé des heures avec les enquêteurs, scrutant chaque photographie pour identifier précisément quand elles avaient été prises. Sur l'une d'elles, Mathis portait un pull bleu spécifique qu'il ne mettait que le mercredi. Sur une autre, on voyait à l'arrière-plan un vélo que le voisin avait emprunté pendant exactement 3 jours mi-décembre. Ces détails permettaient de dater les photos avec une précision croissante. La surveillance avait commencé au moins 2 semaines avant la disparition et s'était intensifiée dans les derniers jours. Le prédateur observait, attendait le moment parfait pour frapper. L'accès aux cadeaux de Noël posait une question cruciale. Comment le ravisseur avait-il pu cacher l'enveloppe dans ce paquet? Élise achetait toujours les cadeaux plusieurs semaines à l'avance et les cachait dans le grenier jusqu'au 24 décembre au matin, moment où elle les disposait sous le sapin. Marc se souvenait parfaitement que le cadeau de Mathis était bien scellé quand il l'avait placé sous l'arbre vers 10 h ce matin-là. Cela signifiait que soit quelqu'un avait eu accès au grenier pendant les semaines précédentes, soit l'enveloppe avait été glissée dans le paquet après qu'il soit sous le sapin, mais avant la soirée. Sophie a soudain eu un flash de mémoire. Elle se souvenait maintenant qu'un voisin, M. Vasseur, était passé dans l'après-midi du 24 décembre, prétendument pour apporter une bouteille de vin comme cadeau de Noël. Il était resté une vingtaine de minutes à discuter avec ses parents dans la cuisine, pendant que les enfants étaient occupés ailleurs dans la maison. Aurait-il pu profiter d'un moment d'inattention pour manipuler le cadeau sous le sapin? Marc s'est immédiatement souvenu de cette visite. Vasseur était un homme célibataire d'une 40aine d'années qui habitait 3 maisons plus loin. Il était professeur de mathématiques au collège. Mathis le connaissait bien. Les gendarmes ont immédiatement cherché à localiser Henri Vasseur. Les recherches ont révélé qu'il avait déménagé de Chamonix en 1995, seulement 2 ans après la disparition de Mathis. Il avait donné sa démission de l'Éducation nationale et était parti sans laisser beaucoup de traces. Ses anciens collègues se souvenaient d'un homme étrange, solitaire, qui ne participait jamais aux événements sociaux. Certains trouvaient qu'il s'intéressait un peu trop aux élèves, passant beaucoup de temps avec certains après les cours sous prétexte de soutien scolaire gratuit. Mathis avait été l'un de ces élèves. La piste Vasseur est rapidement devenue prioritaire. Les enquêteurs ont retracé son parcours après Chamonix. Il avait brièvement enseigné dans un collège près de Lyon, puis avait encore déménagé vers Toulouse en 1988. En 2001, il avait complètement disparu des registres officiels. Plus de déclaration d'impôts, plus d'adresses connues, plus de comptes bancaires actifs. Soit il était décédé sans que personne le signale, soit il avait volontairement effacé ses traces pour vivre sous une autre identité. Cette disparition suspecte renforçait les soupçons qui pesaient maintenant lourdement sur lui. Des mandats de perquisition ont été délivrés pour fouiller les anciennes résidences de Vasseur, bien que l'espoir de trouver des preuves, après tant d'années, soit mince. À Lyon, l'appartement qu'il avait occupé avait été rénové plusieurs fois depuis son départ. À Toulouse, sa dernière adresse connue était une chambre meublée dans un immeuble délabré qui avait depuis été démoli. Les enquêteurs interrogeaient tous ceux qui l'avaient connu, récoltant des témoignages troublants. Une ancienne propriétaire se souvenait qu'il recevait parfois des visiteurs nocturnes, toujours de jeunes adolescents qui repartaient tard dans la nuit. Parallèlement, l'équipe technique analysait les photos avec des logiciels modernes de traitement d'images. En agrandissant certains clichés et en ajustant le contraste, ils ont découvert des détails invisibles à l'œil nu. Sur l'une des photos prises depuis l'extérieur de la maison,
On distinguait vaguement une ombre au premier plan, probablement celle du photographe projeté sur une surface. Cette ombre a permis de confirmer l'estimation de la taille du suspect et révélait qu'il portait ce qui ressemblait à un long manteau et peut-être un chapeau ou une casquette. Thomas, de son côté, s'était plongé dans les archives numériques de l'époque. Il avait retrouvé sur d'anciens forums et sites internet des discussions datant des années 2000 où des habitants de Chamonix évoquaient la disparition de Matisse. Dans l'un de ces threads, un utilisateur anonyme avait posté en 2008 un message étrange. « Vous cherchez au mauvais endroit ». La réponse était sous vos yeux depuis le début. Ce message n'avait suscité aucune réaction à l'époque, noyé parmi des centaines d'autres spéculations. Mais rétrospectivement, il prenait une dimension sinistre. Était-ce le ravisseur lui-même qui narguait les enquêteurs? Les experts en cybercriminalité ont tenté de tracer l'origine de ce message. L'adresse IP menait à un cybercafé de Marseille qui n'existait plus depuis 2015. Impossible de savoir qui avait utilisé cet ordinateur spécifique ce jour-là. Cependant, l'analyse linguistique du message révélait des similarités troublantes avec le style de la lettre trouvée dans le cadeau. Les mêmes constructions de phrases sophistiquées, le même ton arrogant et manipulateur. Il était plausible que ce soit effectivement le ravisseur qui continuait à surveiller l'affaire, tirant peut-être une satisfaction perverse de voir la famille souffrir année après année. Marc avait maintenant un nom, un visage sur lequel projetait 30 ans de haine et de douleur. Henri Vasseur. Il se souvenait de cet homme maintenant avec une clarté brutale. Un type discret, toujours poli, que personne ne remarquait vraiment. Il s'était présenté chez eux quelques mois après leur emménagement, se présentant comme le voisin serviable prêt à aider pour n'importe quoi. Il avait même aidé Marc à réparer sa voiture une fois. Matisse l'appréciait, le considérant comme un ami adulte en qui il avait confiance. C'était exactement ce que disait la lettre. Matisse me connaît. Il me fait confiance. Sophie se souvenait maintenant d'autres détails troublants. Vasseur avait l'habitude de passer par hasard quand les enfants jouaient dehors. Il leur offrait parfois des bonbons ou des bandes dessinées. À l'époque, cela semblait juste de la gentillesse de la part d'un voisin solitaire. Rétrospectivement, c'était du grooming classique, une technique de manipulation pour gagner la confiance d'un enfant avant de l'exploiter. Sophie se sentait malade, en réalisant que pendant des mois, peut-être des années, un prédateur avait été si proche d'eux, intégré à leur vie quotidienne, attendant patiemment le moment propice. La photo de Vasseur extraite de son dossier d'enseignant a été diffusée dans tous les médias nationaux. C'était un cliché datant de 1992, montrant un homme aux cheveux châtain clair, au visage ordinaire, avec des lunettes à fine monture métallique. Rien dans son apparence ne le distinguait particulièrement. Il ressemblait à n'importe quel professeur de collège français des années 90. Mais maintenant, ce visage banal était celui du principal suspect dans l'enlèvement de Matisse Renaud. Des hotlines ont été mises en place pour recueillir tout témoignage concernant cet homme. Les premiers appels ont rapidement afflué. Une femme de Nice affirmait avoir vu quelqu'un ressemblant à Vasseur dans un supermarché en 2015. Un homme de Bordeaux jurait l'avoir croisé dans un train en 2010. Chaque signalement était consciencieusement vérifié, mais la plupart se révélaient être des erreurs d'identification ou des souvenirs confus. Retrouver quelqu'un qui avait volontairement disparu 20 ans plus tôt, qui avait probablement changé d'apparence et peut-être même de pays, semblait être une tâche herculéenne. Mais les enquêteurs ne baissaient pas les bras. Un développement important est survenu quand les gendarmes ont contacté l'ancien directeur du collège où Vasseur enseignait à Chamonix. L'homme, aujourd'hui retraité et vivant en Bretagne, a révélé une information qu'il n'avait jamais jugée pertinente à l'époque. En 1994, lors du rangement des affaires de Vasseur après son départ précipité, ils avaient trouvé dans son bureau un album photo abandonné. L'album contenait des dizaines de photos d'élèves, prises apparemment à leur insu, dans la cour de récréation, à la sortie du collège, parfois même dans des lieux publics du village. Troublé, mais ne sachant pas vraiment quoi faire de cette découverte, le directeur avait simplement jeté l'album. Cette révélation était cruciale. Elle établissait un pattern de comportement. Vasseur photographiait secrètement des enfants bien avant la disparition de Matisse. C'était son modus operandi, sa façon d'observer et de sélectionner ses cibles potentielles. Les enquêteurs ont immédiatement lancé une recherche dans toutes les affaires de disparition d'enfants en France entre 1990 et 2005,
période pendant laquelle Vasseur était actif. Il cherchait des cas présentant des similitudes. Enfants de 12 à 14 ans, garçons de préférence, disparus dans des circonstances inexpliquées, dans des zones où Vasseur avait vécu ou enseigné. Les résultats de cette recherche transversale ont glacé le sang des enquêteurs. 4 autres cas présentaient des similarités troublantes. Un garçon de 13 ans disparu à Lyon en 1996, exactement quand Vasseur y enseignait. Un autre à Toulouse en 2000, quelques mois avant que Vasseur ne disparaisse lui-même des registres. Dans les 2 cas, les investigations initiales n'avaient jamais abouti. Les enfants semblaient s'être volatilisés sans laisser de traces. Et dans les 2 cas, l'école des victimes comptait un professeur de mathématiques correspondant à la description physique de Vasseur, bien qu'il ait peut-être utilisé un nom différent. Cette découverte transformait l'affaire Mathis Renaud en quelque chose de bien plus vaste et terrifiant. Henri Vasseur n'était probablement pas un ravisseur occasionnel qui avait agi une seule fois sous le coup d'une impulsion. Il était potentiellement un prédateur en série qui avait opéré pendant des années, changeant de ville avant que les soupçons ne se cristallisent, laissant derrière lui une traînée de familles détruites et d'enfants disparus. Le nombre de ces victimes potentielles était impossible à établir avec certitude, mais il pouvait être considérable. Marc a appris cette information lors d'une réunion avec les enquêteurs, et elle l'a littéralement brisé une seconde fois. Pendant 30 ans, il s'était demandé pourquoi. Pourquoi son fils? Qu'avait-il fait pour mériter ça? Maintenant, il savait, ce n'était pas personnel. Mathis n'était qu'une victime parmi d'autres, sélectionnée au hasard par un monstre qui répétait compulsivement le même schéma criminel. Cette réalisation n'apportait aucun réconfort, au contraire. Elle rendait la tragédie encore plus absurde, encore plus insupportable. Son fils avait été sacrifié à la pathologie d'un prédateur sadique. Les familles des autres victimes potentielles ont été contactées. Retrouver ces gens après 20 ou 25 ans était difficile. Certains avaient déménagé, d'autres étaient décédés. Mais ceux qu'on a pu joindre ont immédiatement reconnu la douleur familière dans les yeux de Marc quand ils se sont rencontrés lors d'une conférence organisée par la gendarmerie. Ils formaient un club que personne ne voulait rejoindre, liés par le fil invisible d'un même bourreau. Ensemble, ils ont décidé de faire pression sur les autorités pour que les moyens alloués à la recherche de Vasseur soient maximisés. Sophie s'est mise à enquêter de son côté, obsessionnellement. Elle passait ses nuits sur Internet, parcourant des forums, des bases de données publiques, des articles de presse locaux des années 90 et 2000. Elle cherchait n'importe quel indice, n'importe quelle mention d'un professeur de mathématiques suspect dans une petite ville française. Elle a créé un groupe Facebook dédié à la recherche de Vasseur, qui a rapidement rassemblé des milliers de membres partageant informations et théories. Certaines pistes étaient farfelues, mais d'autres méritèrent d'être explorées. C'est grâce à ce groupe qu'une connexion inattendue a émergé. Une femme de Perpignan a posté un message affirmant que son oncle, décédé en 2018, avait été professeur de mathématiques et correspondait vaguement à la description de Vasseur. Elle a partagé une photo de famille datant de 2010, montrant cet oncle lors d'un mariage. Sophie a immédiatement transmis l'image aux gendarmes. Les experts en reconnaissance faciale ont comparé cette photo avec celle de Vasseur datant de 1992. Malgré 18 ans d'écart, malgré le vieillissement et un probable changement volontaire d'apparence, le logiciel a établi une correspondance à 87%. C'était lui. L'homme s'était fait appeler Bernard Monteil depuis au moins 2005. Il avait vécu discrètement à Perpignan, enseignant dans le privé, évitant toute exposition publique. Sa nièce était choquée d'apprendre que son oncle, apparemment gentil et discret, était en réalité un fugitif recherché. Elle a accepté de coopérer pleinement avec l'enquête, fournissant tout ce qu'elle savait sur la vie de Bernard pendant ces dernières années. Malheureusement, l'homme était mort d'un cancer en 2018 et avait été incinéré. Il avait emporté ses secrets dans la tombe, ne laissant qu'un appartement modeste et quelques effets personnels. Les gendarmes ont perquisitionné l'appartement que Vasseur Monteil occupait jusqu'à sa mort. Ces effets avaient été stockés dans un garde-meuble par sa nièce qui n'avait pas encore eu le courage de les trier. Dans des cartons poussiéreux, les enquêteurs ont fait des découvertes glaçantes. Un disque dur externe contenait des milliers de photos d'enfants, certaines innocentes prises dans des lieux publics, d'autres beaucoup plus dérangeantes. Parmi elles, des dizaines de photos de Mathis Renaud, bien plus que les 10 trouvées dans le cadeau.
Il y avait aussi des photos d'autres enfants, probablement les autres victimes, documentant minutieusement leur surveillance. Plus terrible encore, les enquêteurs ont trouvé ce qui ressemblait à un journal. Des centaines de pages manuscrites où Vasseur détaillait froidement ses crimes, décrivant ses acquisitions comme il les appelait cyniquement. Il y parlait de Matisse, racontant comment il l'avait attiré dans sa voiture le soir de Noël en prétendant avoir besoin d'aide pour porter quelque chose. Le garçon, confiant, était monté sans hésiter. Vasseur avait roulé pendant des heures vers une destination inconnue. Le journal ne précisait pas où il avait emmené ses victimes, ni ce qu'il en avait fait exactement, mais le sous-entendu était clair et atroce. Marc a demandé à lire ce journal, malgré les avertissements des enquêteurs qui le prévenaient que le contenu serait insupportable. Il voulait savoir, comprendre les derniers moments de son fils. Pendant 3 jours, enfermé dans une salle d'interrogatoire accompagné d'un psychologue, il a lu page après page les confessions détaillées d'un monstre. Ce qu'il y a découvert l'a détruit d'une manière différente de ses 30 années d'incertitude. Maintenant il savait, et cette connaissance était une malédiction dont il ne pourrait jamais se défaire. Il savait ce que Matisse avait vécu, ce qu'il avait ressenti, comment cela s'était terminé. Les révélations contenues dans le journal de Vasseur ont permis de localiser approximativement où il emmenait ses victimes. Il mentionnait une propriété isolée dans les montagnes, héritée d'un parent décédé, où personne ne venait jamais. Les enquêteurs ont épluché les registres fonciers, cherchant toute propriété ayant appartenu à la famille Vasseur dans les régions montagneuses du sud de la France. Après des semaines de recherche, ils ont identifié un petit chalet abandonné dans les Pyrénées-Orientales, enregistré sous le nom de la grand-mère maternelle de Vasseur, décédée en 1988. Une expédition massive a été organisée vers ce chalet perdu en pleine montagne, accessible seulement par un chemin forestier à peine praticable. Les gendarmes, accompagnés d'une équipe médico-légale complète, ont pénétré dans la bâtisse délabrée en avril 2024. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était une scène d'horreur digne d'un film cauchemardesque. La cave avait été aménagée en une sorte de cellule, avec des chaînes fixées au mur, un matelas souillé, des traces de vie humaine prolongées dans des conditions abominables. Sur une étagère, méticuleusement rangée dans des boîtes étiquetées, se trouvaient des souvenirs de chaque victime. Dans la boîte portant le nom JM 1993, les enquêteurs ont trouvé le portefeuille de Matisse, son bracelet en cuir qu'il ne quittait jamais, et une mèche de ses cheveux châtains. Il y avait aussi des photos supplémentaires et, plus déchirant encore, une cassette audio. Sur cette cassette, enregistrée apparemment plusieurs semaines après l'enlèvement, on entendait la voix de Matisse suppliant qu'on le laisse rentrer chez lui, promettant qu'il ne dirait rien à personne. L'écoute de cet enregistrement a nécessité la présence de psychologues pour toute l'équipe tant elle était traumatisante. Mais la découverte la plus importante et la plus terrible a été faite dans le jardin derrière le chalet. Le sol montrait des irrégularités suspectes, des zones où la végétation poussait différemment. Les chiens spécialisés dans la détection de restes humains ont immédiatement signalé plusieurs points d'intérêt. Les fouilles archéologiques minutieuses qui ont suivi ont révélé 7 sépultures peu profondes. 7 corps d'adolescents enterrés là au fil des années, cachés dans cette montagne isolée où personne ne pensait jamais à chercher. Matisse Renaud était parmi eux, identifié formellement grâce à des tests ADN comparés aux échantillons de Marc et Sophie. Marc était présent le jour où les restes de son fils ont été exhumés. Il avait insisté pour être là malgré les protestations des autorités qui estimaient que ce serait trop traumatisant. Mais Marc affirmait qu'après 30 ans d'absence, il devait être présent pour ramener son fils à la maison. Il est resté à l'écart derrière le périmètre de sécurité, regardant les techniciens travailler avec une précision chirurgicale. Quand l'un d'eux a finalement levé la tête et hoché solennellement, confirmant l'identification préliminaire, Marc s'est effondré à genoux dans la neige, pleurant pour la première fois depuis des décennies, avec une intensité qui semblait vider son âme. Les 6 autres victimes ont également été identifiées. Il s'agissait effectivement des garçons disparus à Lyon et Toulouse, dont l'enquête avait établi le lien avec Vasseur, mais aussi de 3 autres, dont la disparition n'avait même jamais été reliée entre elles. Un garçon de Perpignan disparu en 2003, un autre d'un village près d'Andorre en 2006 et un dernier de 2010. Vasseur avait continué à tuer pendant presque 20 ans,
jusqu'à ce que son cancer ne le rende physiquement incapable de continuer. Cette famille allait enfin pouvoir enterrer leurs enfants et commencer, peut-être, un semblant de processus de deuil. Les funérailles de Mathis Renaud ont eu lieu en mai 2024, exactement 30 ans, 5 mois et un jour après sa disparition. Toute la ville de Chamonix s'est mobilisée pour rendre hommage au garçon qu'il n'avait jamais oublié, malgré le temps écoulé. L'église était pleine à craquer, des centaines de personnes venues présenter leur respect, beaucoup trop jeunes pour avoir connu Mathis, mais conscientes du poids symbolique de ce moment. Marc, Sophie et Thomas étaient au premier rang, entourés des familles des 6 autres victimes qui avaient tenu à être présentes par solidarité. Le cercueil de Mathis, porté par 6 gendarmes en grande tenue, contenait les restes retrouvés dans les Pyrénées, ainsi que des objets qui avaient appartenu à son fils et que Marc avait soigneusement sélectionnés. Le pull bleu qu'il portait sur l'une des photos prises par Vasseur. Le jeu vidéo de cette Super Nintendo qu'il n'avait jamais pu découvrir. Et l'enveloppe contenant les photographies et la lettre qui avait finalement permis de résoudre le mystère. Marc voulait que tout soit réuni, que cette histoire cauchemardesque soit complète, enfermée avec Mathis pour toujours. Le prêtre a prononcé une homélie sobre, évitant les platitudes habituelles pour parler franchement de l'horreur de cette histoire et de la force extraordinaire qu'avait nécessité la survie de cette famille pendant 3 décennies. Il a mentionné Élise, la mère qui n'avait jamais cessé d'espérer, et comment elle gardait maintenant compagnie à son fils dans la tombe voisine. Il a parlé de justice tardive, mais justice quand même, du soulagement terrible de savoir enfin. Et il a mentionné les 6 autres garçons, morts de la même main criminelle, dont les familles connaissaient maintenant la même douleur et le même soulagement paradoxal. Sophie, qui n'avait pas pleuré depuis des années, a fondu en larmes pendant toute la cérémonie. Elle réalisait combien cette tragédie avait façonné chaque aspect de sa vie d'adulte. Ses relations difficiles, son incapacité à faire confiance, sa fuite perpétuelle vers l'avant pour ne pas regarder en arrière. La découverte de ce qui était arrivé à Mathis avait fissuré l'armure émotionnelle qu'elle avait construite pendant 3 décennies. Pour la première fois, elle pouvait pleurer son frère ouvertement, reconnaître sa douleur au lieu de la fuir. C'était libérateur et dévastateur à la fois. Thomas a pris la parole à la fin de la cérémonie. D'une voix tremblante mais claire, il a lu une lettre qu'il avait écrite à ce frère qu'il avait à peine connu, mais qui avait hanté toute son existence. Il lui parlait de la vie qu'il avait manquée, des Noëls sans joie, des anniversaires marqués par l'absence plutôt que la célébration. Il lui parlait aussi de leurs parents, de l'amour dévorant qui les avait consumés, du sacrifice qu'avait représenté le maintien de ce cadeau pendant toutes ces années. « Tu étais aimé », répétait Thomas. « Tu l'es toujours. Et maintenant, tu peux enfin te reposer. » Le cortège funèbre jusqu'au cimetière s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Des dizaines de voitures suivaient le corbillard dans les rues de Chamonix. Les commerces avaient baissé leurs rideaux en signe de respect. Les passants s'arrêtaient sur les trottoirs, certains se signant, d'autres simplement la main sur le cœur. C'était comme si toute la ville pleurait collectivement, libérant 3 décennies de tristesse contenue. Mathis Renaud n'était pas seulement le fils de Marc et Élise. Il était devenu un symbole, l'incarnation de tous les enfants perdus. Au cimetière, la tombe avait été préparée juste à côté de celle d'Élise. Marc avait insisté sur ce détail. Mère et fils seraient enfin réunis. Sur la pierre tombale en granit noir, l'inscription était simple. Mathis Renaud, 1980-1993. Fils, frère, ami. Parti trop tôt, jamais oublié. En dessous, Marc avait fait graver une phrase qu'Élise répétait souvent pendant ses années d'attente. « Ton cadeau de Noël t'attendait ». C'était déchirant et approprié, résumant en quelques mots l'essence de cette tragédie incompréhensible. Après l'inhumation, une réception sobre a été organisée dans une salle communale. Les gens parlaient à voix basse, partageant des souvenirs de Mathis pour ceux qui l'avaient connu, ou exprimant leur sympathie pour ceux qui découvrèrent l'histoire. Marc était épuisé, mais étrangement en paix. Pour la première fois depuis le 24 décembre 1993, il savait où était son fils. Ce n'était pas la fin qu'il avait espérée pendant toutes ces années, mais c'était une fin quand même. Le supplice de l'incertitude était terminé. Il pouvait commencer à faire son deuil pour de bon. Les médias avaient massivement couvert l'affaire depuis la découverte des restes. L'histoire du cadeau de Noël non ouvert avait captivé l'attention internationale, devenant un symbole viral de l'amour parental et de la douleur inimaginable de l'absence.
Des documentaires étaient déjà en préparation, des livres en cours d'écriture. Certains critiquaient cette exploitation médiatique, mais Marc avait accepté quelques interviews choisies. Il voulait que l'histoire de Matisse serve d'avertissement, que les parents comprennent que les prédateurs peuvent se cacher n'importe où, parfois juste à côté, sous l'apparence du voisin serviable ou du professeur apprécié. Le procès de Henri Vasseur n'aurait jamais lieu puisqu'il était mort en 2018, mais une procédure légale spéciale a été initiée pour établir officiellement sa culpabilité posthume. Les preuves étaient accablantes. Le journal détaillé de ses crimes, l'ADN des victimes dans son chalet, les objets personnels conservés comme trophées. Le juge a prononcé un verdict symbolique reconnaissant Vasseur coupable de 7 meurtres avec préméditation, enlèvement de mineurs et séquestration. Ce verdict, bien qu'il n'ait aucune conséquence pratique sur un homme mort, apportait une reconnaissance officielle et une forme de justice aux familles. Sophie a fait une découverte troublante en triant les derniers cartons de la maison familiale avant sa vente définitive. Elle a trouvé un autre journal, celui de sa mère cette fois, caché tout au fond d'un tiroir. Dans les dernières pages, datant de quelques semaines avant son AVC, Élise avait écrit des passages presque prophétiques. Elle mentionnait avoir rêvé que la vérité se trouvait dans le cadeau, qu'elle savait, que Matisse voulait qu'elle ouvre ce paquet, mais qu'elle n'en avait jamais eu le courage. C'était comme si, inconsciemment, elle avait toujours senti que les réponses étaient là, sous le sapin, attendant d'être découvertes. Marc a décidé de quitter Chamonix. La maison a été vendue à une jeune famille qui ignorait son histoire tragique. Marc s'est installé dans un petit appartement à Grenoble, près de Thomas, qui pouvait maintenant veiller sur son père vieillissant. L'appartement était lumineux et moderne, sans aucun objet rappelant le passé à l'exception d'une seule photo encadrée de Matisse, prise quelques mois avant sa disparition, où il souriait à l'appareil avec cette insouciance propre à l'enfance. C'était l'image que Marc voulait garder, pas le cauchemar des 30 années suivantes. Sophie a commencé une thérapie intensive pour traiter les traumatismes accumulés. Elle avait finalement accepté que fuir n'était pas la solution, que la douleur devait être affrontée et traitée. Elle a rétabli le contact avec son père et son frère, reconstruisant lentement les liens familiaux qu'elle avait coupés. Pour la première fois, elle a parlé à son propre enfant de l'oncle qu'il n'avait jamais connu, transmettant l'histoire de Matisse d'une manière adaptée mais honnête. La mémoire ne devait pas être effacée, elle devait être intégrée et acceptée. Thomas a créé une fondation en mémoire de Matisse et des 6 autres victimes de Vasseur. La fondation œuvrait pour la prévention des enlèvements d'enfants, la formation des parents et des éducateurs à reconnaître les signes de grooming et le soutien aux familles de personnes disparues. Le premier projet de la fondation a été de financer une base de données nationale améliorée pour croiser plus efficacement les informations sur les disparitions suspectes d'enfants. Si un tel outil avait existé dans les années 90, peut-être que le pattern de Vasseur aurait été identifié plus tôt, sauvant peut-être certaines vies. 1 an après les funérailles, en mai 2025, la famille Renaud s'est retrouvée au cimetière pour commémorer l'anniversaire. Ils étaient juste 3 maintenant, Marc, Sophie et Thomas. Ils ont apporté des fleurs fraîches, ont nettoyé les tombes d'Élise et Matisse. Marc a parlé doucement à son fils, lui racontant les événements de l'année écoulée, maintenant cette connexion qu'il avait entretenue pendant 3 décennies, mais son ton était différent. Ce n'était plus l'espoir désespéré d'autrefois, mais plutôt une paix résignée. Il disait au revoir chaque fois maintenant, au lieu de dire « à bientôt ». L'affaire a inspiré des changements législatifs en France. Une nouvelle loi, informellement appelée loi Matisse, a renforcé les vérifications d'antécédents pour toute personne travaillant régulièrement avec des enfants. Elle a également créé une cellule nationale spécialisée dans les cold cases, impliquant des mineurs disparus, avec des moyens dédiés pour réexaminer périodiquement les dossiers non résolus avec les nouvelles technologies disponibles. C'était une maigre consolation, mais au moins quelque chose de positif émergeait de cette tragédie. Marc a commencé à écrire ses mémoires, pas pour la publication mais pour lui-même. Il voulait documenter ses 30 années d'attente, capturer la texture spécifique de cette douleur unique qu'est de ne pas savoir. Il écrivait pour exorciser les démons, pour comprendre comment il avait survécu à l'insurvivable. Parfois Thomas le trouvait pleurant devant son ordinateur, les doigts immobiles sur le clavier, incapable de continuer. Mais il persistait page après page, reconstruisant méticuleusement l'histoire de Matisse depuis sa naissance joyeuse
jusqu'à sa fin tragique. Les objets personnels de Vasseur, qui n'étaient pas nécessaires comme preuve, ont été détruits. Sa nièce, humiliée et traumatisée de découvrir qui était vraiment son oncle, a changé de nom légalement et déménagé dans une autre région. Le chalet dans les Pyrénées a été rasé par les autorités, le terrain rendu à la nature. Un petit mémorial discret a été érigé à sa place, 7 arbres plantés en cercle, un pour chaque victime. Aucune plaque nominative, juste ces arbres silencieux témoignant que quelque chose de terrible s'était passé là. L'histoire de Mathis Renaud et de son cadeau de Noël non ouvert est devenue une légende urbaine moderne, racontée et re-racontée sur Internet et dans les médias. Mais pour Marc, Sophie et Thomas, ce n'était pas une histoire. C'était leur vie, 3 décennies volées par un monstre qui n'aurait jamais dû croiser leur chemin. Le 24 décembre restera toujours pour eux une date maudite, mais ils ont appris progressivement à y intégrer aussi un sens de résolution et de mémoire plutôt que seulement de la douleur pure. Marc a vécu suffisamment longtemps pour voir la fondation créée par Thomas aider des dizaines de familles confrontées à la disparition d'un enfant. Il a vu comment l'histoire de Mathis sensibilisait le public aux dangers discrets qui peuvent menacer les enfants. 2 ans après les funérailles, à 73 ans, Marc est décédé paisiblement dans son sommeil. Sur son testament, il avait spécifié vouloir être enterré entre Élise et Mathis. La famille était enfin complètement réunie dans la mort, cette réunion impossible qui avait été refusée dans la vie. Sophie continue son travail de deuil et de guérison. Elle s'est réconciliée avec son passé, cessant de fuir les souvenirs pour les intégrer à son identité. Elle visite régulièrement la tombe familiale, amenant son propre enfant qui grandit en connaissant l'histoire de son oncle Mathis. La transmission de cette mémoire est devenue importante pour elle, une façon de s'assurer que son frère ne sera jamais vraiment oublié, que sa courte vie aura eu un sens au-delà de la tragédie de sa mort. Thomas dirige toujours la fondation avec passion et dévouement. Chaque enfant retrouvé grâce aux protocoles améliorés que la fondation a contribué à mettre en place donne un sens supplémentaire à la perte de Mathis. Il sait que son frère n'est pas mort en vain si sa tragédie a pu empêcher d'autres familles de vivre le même cauchemar. C'est une maigre consolation face à l'énormité de la perte, mais c'est quelque chose à quoi se raccrocher dans les moments les plus sombres. Le cadeau de Noël lui-même, après avoir été examiné minutieusement comme pièce à conviction, a finalement été enterré avec Mathis. Il semblait approprié qu'il l'accompagne, cet objet qui avait porté pendant 30 ans le poids de tous leurs espoirs et qui avait finalement livré la vérité terrible qu'il contenait. La boucle était bouclée. Le cadeau avait rempli son rôle ultime, pas comme source de joie d'un matin de Noël, mais comme clé ouvrant enfin la porte d'un mystère insoutenable.